3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marie Delessac est avec nous, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Marie. Bonsoir Grégoire. Mathieu de Clermont nous accompagne également, le directeur des investissements assurance et stratégie réglementaire chez Allianz Global Investors. Bonsoir Mathieu, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre accueil. Avec nous. Et Florent Vabon, habitué de l'émission, est à nos côtés également ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes économiste chez Ecofi. Marie, un commentaire sur ce début d'année. Et quand je dis début d'année, je pense évidemment à Donald Trump. Et je pense encore plus précisément à la séance d'hier sur les marchés. On aura l'occasion sans doute de parler du Japon, mais c'est vrai que Trump est encore un président qui a des conséquences importantes, au moins sur quelques séances, pour les investisseurs et les marchés. Ouais. Alors début d'année, effectivement, plutôt agité et plutôt sous l'ère de la géopolitique. En commençant par début de l'année le Venezuela, l'Iran et puis maintenant le Groenland. Alors on a vu effectivement que quand ça touche des zones un peu plus éloignées de l'Europe ou des investisseurs d'une manière générale, il y a moins de conséquences sur les marchés. Là effectivement, en regardant le Groenland, en menaçant d'imposer de nouvelles taxes douanières sur certains pays européens, les conséquences sont un peu plus importantes. Alors, on a eu une séance hier agitée, mais il faut avoir en tête aussi que lundi était férié aux États-Unis. Oui, donc en fait, vrai. Mardi était l'assemblage de 2 séances. Donc, finalement, l'Europe et les États-Unis baissent à peu près de la même chose si on prend en compte les 2 séances. Mais voilà, après le discours qu'on a eu cet après-midi, en mettant un peu de côté l'option militaire, calme un peu les investisseurs en insistant sur le côté négociation et acquisition. Il n'est pas revenu sur les menaces de taxes douanières. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus complètement écarter cette menace. Donc, voir s'il la remettra sur le tapis ou pas dans les prochains jours. L'échéance première étant le 1er février. Bon. On reprend un peu le playbook 2025 et ses séquences tarifaires. Et c'est un peu la conclusion à laquelle on arrivait à chaque fois. C'est-à-dire, quel que soit à l'arrivée le taux de tarif décidé ou imposé, une partie du mal est fait, en réinjectant quand même de la tension et de l'incertitude dans l'économie et les marchés, Marie. Oui, une partie du mal est fait. Là, c'est quand même plus concentré. On a un petit peu les mêmes réactions sur les marchés que ce qu'on avait eu après le Liberation Day du 2 avril, évidemment beaucoup moins, avec beaucoup moins d'ampleur, parce que là, c'est un peu concentré quand même sur l'Europe. Mais cette baisse des actions, la hausse des taux, la baisse du dollar, c'est un peu le combo qu'on avait vu l'année dernière. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est que après les annonces, il est aussi en posture de négociation. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui explique une réaction. Elle était marquée hier, évidemment, mais moindre. Les investisseurs, ils vont peut-être de façon un peu moins forte parce qu'ils connaissent presque l'étape d'après. On l'a déjà vécu un peu l'année dernière. Et la négociation reste évidemment, l'option la plus évidente pour la partie européenne face à Donald Trump. Si on essaye d'extraire des discours la substance plus que le bruit, il n'y a pas d'autre option forcément que de tenter la désescalade par la négociation et l'apaisement avec notre ami américain, aussi remuant soit-il. Marie ? Il pourrait aller à la confrontation. Il faudrait pour ça une Europe très unie. C'est pas encore tout à fait le cas, mais on voit qu'il y a une volonté de parler ensemble, mais il y a quand même toujours des voix un peu dissidentes. Donc, s'il n'arrive pas à avoir cette unité vraiment pour parler d'une seule voix, finalement, je pense que la meilleure option est effectivement la négociation. Ouais. Florent, votre avis, votre analyse là-dessus, la négociation reste l'option principale pour les Européens dans cette affaire. Parce que je dis ça, évidemment, sachant qu'on entend des voix, un peu plus dur que ce qu'on avait pu entendre après Liberation Day, au moment d'une négociation d'ailleurs qui s'est conclue sur un compromis de 15% de tarifs. Peut-être que tout est à refaire. Là, on sent quand même une forme d'agacement, de lassitude, et que certaines voix montrent quand même un chemin autre que celui de la seule négociation, par exemple, désormais.
Vous voulez dire, par exemple, la réponse qui a été apportée par notre... Le bazooka, oui, voilà. c'est ça. On brandit des armes qu'on n'a pas brandies de manière aussi explicite, en tout cas avec des voix aussi importantes que celle d'Emmanuel Macron, voire Christine Lagarde, je crois. Oui. Ursula von der Leyen aussi a dénoncé l'idée que, effectivement, si on ne pouvait plus se fier aux accords qui avaient été passés, alors tout est perdu. La bonne nouvelle, effectivement, ça a été dit, c'est qu'il n'a pas remis sur la table ces surtaxes douanières qu'il avait prévues il y a encore quelques jours, quelques heures. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'effectivement, on a affaire à un Donald Trump qui est apaisé, je ne sais pas, je ne saurais pas qualifier exactement son attitude, mais disons qu'il est dans une phase de négociation. Enfin, on a l'impression qu'il rentre dans une phase de négociation. Il y a sans doute des choses qui vont se dérouler en coulisses également. On va voir aussi les échanges entre les différentes parties prenantes. Et donc ça, c'est intéressant de voir sur quoi ça va déboucher. Après, l'enjeu, il est quand même inédit. L'enjeu, c'est d'acquérir potentiellement un territoire. Oui. Donc que les négociations aboutissent ou non, il faudra voir la finalité de tout cela. Et si ça crée un précédent, est-ce qu'il ne va pas pouvoir être tenté de le faire ailleurs, en rebrandissant des droits de douane, etc. Bon, je ne souhaite pas ce scénario, évidemment, mais tout est possible maintenant. D'où la question, est-ce que la voie de la négociation est encore la meilleure option pour le bloc européen, ou est-ce qu'il est temps, effectivement, quitte à souffrir soi-même, de mettre une limite ferme et... Répondre en mettant en place des mesures de coercition, de rétorsion, voilà, c'est le terme, et déjà fait partie déjà d'une négociation. Ouais. C'est-à-dire que l'escalade en tant que telle fait qu'on montre qu'on est capable de pouvoir répondre. Alors, je n'en sais rien. Avec un coût pour l'Europe. Avec un coût pour l'Europe. Si on reprend toutes les discussions qu'on avait l'an dernier, c'est ça. Oui. Un coût pour le monde entier, pas que pour l'Europe, pour les États-Unis aussi. Alors bien entendu, l'Europe serait la première victime de tout cela, mais les Américains aussi, le consommateur américain. Puisque en ce début d'année, il y a aussi tout un tas d'actualités qui sont enchevêtrées. C'est-à-dire qu'il y a la crise du pouvoir d'achat que Donald Trump essaie d'adresser, sa cote de popularité qui est au plus bas, l'idée qu'il a envie de verser des chèques aux ménages. Si par ailleurs il augmente encore les droits de douane ou s'il génère encore plus d'incertitudes, crée des pertes d'emplois, ou en tout cas un marché de l'emploi qui se fragilise encore davantage alors qu'il est en train de sortir un peu la tête de l'eau, vous voyez que ce n'est pas des conséquences uniquement pour l'Europe. Donc je pense que les enjeux sont multiples de ce point de vue-là. Alors après, est-ce que c'est la meilleure arme ? Ça, moi, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas président de la République non plus, et donc de ce point de vue-là, effectivement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'unité, je pense que c'est le terme qu'il faut essayer d'afficher. Ouais. En tout cas, avoir une réponse commune, ferme, a priori. C'est ce qui est en train de se dessiner. Il me semble qu'il y a un sommet qui va se dérouler. Un G7 Non, mais entre les Européens. Alors quelle date exactement, mais justement pour déterminer la réponse. Oui. Ça a apporté à tout j'imagine. Oui. Cela dit, s'il n'en parle plus, c'est peut-être pas le moment de remettre ça sur le tapis. Je ne sais pas. Mathieu, vos réflexions, les enseignements de cette séquence, et puis encore une fois, je reviens au petit chaos de marché qu'on a connu hier. Voilà, cette idée du sell américain où on voit les actions, les obligations, la devise d'un pays, tout baisse en même temps. C'est des schémas de marché qui sont compliqués, j'imagine. Alors c'est effectivement compliqué à gérer quand on est gérant obligataire. Cela dit, on peut aussi voir qu'il y a des opportunités qui pourraient se dessiner, ou peut-être qu'on en parlera. Pour répondre à la question, il y a eu un élément très marquant qui s'est passé au Japon, qui a été décrit par Pauline tout à l'heure, qui a aussi des effets dits de corrélation, donc qui se transmettent aux autres marchés. Donc l'Europe a souffert aussi avec ça hier, et les États-Unis aussi. Et ces éléments-là, on les connaît depuis pas mal de temps. En fait, la défiance de la politique budgétaire et fiscale, elle se transmet dans les marchés de taux, et par ce qu'on appelle le steepening de la courbe, donc la pontification de la courbe des taux, donc les taux longs notamment qui ne sont pas ancrés. Et par rapport à l'agenda dont on parle, il y a aussi l'agenda des banques centrales. Les cycles monétaires ne sont pas du tout les mêmes. La Banque centrale américaine va peut-être ou ne pas baisser ses taux en janvier, mais elle amorce un cycle qui n'est peut-être pas fini. Ça va dépendre de ce qui se passe aussi sur les négociations des tarifs. La Banque centrale européenne était plutôt dans un mode en attente, avec peut-être une option pour baisser une fois les taux. Le Japon est dans un autre cycle qui est de remonter les taux directeurs, parce que c'est quelque chose qu'elle doit faire pour lutter contre le cycle inflation-salaire. Et avec les nouvelles annonces donc de réduction fiscale, qui sont un élément de soutien, on en parlera pour la consommation, ça fait une nouvelle défiance pour les marchés de taux sur la soutenabilité de la dette. Qui achète cette dette ? J'ai regardé les chiffres avant de venir.
il faut se souvenir que les banques centrales sont aussi en train de réduire leur bilan. Et au Japon aussi. Le Japon, ils ont arrêté d'acheter de la dette depuis 3 ans. Et cette année, ils achètent, je crois que c'est l'équivalent de 200 milliards d'euros. J'ai calculé les yens. Oui, en euros, c'est 200 milliards. La conversion. Mais l'année dernière, c'était de l'ordre de 500 milliards. Ouais, et donc, il n'y a plus cette demande. Et les non-résidents sont quasiment pas présents sur ce marché. Il n'y a plus d'acheteurs stratégiques sur ce marché obligataire. Il y a entre 15 et 20% de non-résidents. Si on prend la France, un chiffre qui est bien connu, la France, il y a 55% de non-résidents qui achètent notre dette. Donc les forces en présence ne sont pas les mêmes. Et du coup, alors le point positif, ça pourrait être de dire que la Banque du Japon est capable aussi d'absorber sa propre dette, de repartir. Mais pour le moment, on n'en est pas là encore. Je pense que ce sera quelque chose qui viendra potentiellement plus tard. Et donc ça a des effets sur les pentes de courbe de taux. Ça peut rappeler ce qu'on avait connu au moment de des questions sur l'indépendance de la Banque centrale américaine, où le marché avait eu des craintes et donc avait mis ce qu'on appelle des primes de terme. Donc on demande une rémunération supplémentaire pour porter le même risque, et ce qui est assez normal, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc nous, on est plutôt on attend que ce mouvement se poursuive et que les taux longs continuent à être un peu sous pression. Ça pose la question de savoir quelles sont les limites de ces politiques expansionnistes sur le plan budgétaire, et l'exemple du Japon est très avancé justement en la matière. Je comprends que le marché obligataire est une limite, mais que les limites ne sont pas encore forcément atteintes. Mathieu ? Je la connais pas, la limite. Ouais. Donc on la connaîtra, c'est comme toujours, on la connaîtra. On la connaîtra ex ante, je la connais pas. Ex post, on la connaîtra, on dira oui, la limite a été atteinte. Il y a toujours. Moi, je suis investisseur de long terme. Je crois qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans les marchés de taux aujourd'hui. On parlera peut-être des spreads de crédit, enfin des rémunérations supplémentaires sur le crédit. Des primes de risque sur le crédit. Des primes de risque sur le crédit. Il y a quand même une bonne nouvelle pour un investisseur de long terme, c'est que les taux auxquels on est aujourd'hui sont des taux qui n'ont pas été vus depuis 15 ans à peu près. Et donc, on est en train de régénérer du revenu pour des investisseurs. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une route avec des bosses et des creux. Ouais. Ça veut dire quand même qu'on est capable de porter du risque à moyen terme. Par contre, pour revenir à votre point, il y a une grande défiance sur les gouvernements aujourd'hui, sur leur capacité à gérer les dépenses et les recettes fiscales, et ce qui fait dire que la dette va continuer à augmenter, au premier lieu desquels les États-Unis, qui a une croissance de sa dette qui devient assez importante. Ouais, c'est la croissance qui nous sortira de la spirale de la dette. C'est ce que disait tout à l'heure Donald Trump à Davos. Mais je reste sur le Japon. Est-ce que, alors je sais pas, on est à 4% sur du 30 ans japonais, c'est ça ? Ouais. Est-ce que c'est déjà un rendement intéressant pour un investisseur de long terme ou pas, Mathieu ? Pour des Européens, je ne crois pas. Déjà, on a le risque de change. Effectivement, il faut le risque de change, il faut le prendre en compte. Donc tous ces investisseurs font exactement le calcul. Est-ce que j'achète 4% au Japon, je protège mon risque de change, combien ça me rapporte en euros? Alors j'ai pas ça en tête aujourd'hui, je crois pas. Par contre, il y a un élément qui est structurel aujourd'hui en Europe, c'est que la remontée des taux longs fait quand même que les investisseurs de long terme ont acheté moins de taux longs, c'est mécanique, c'est-à-dire qu'on achète des maturités plus courtes. On n'achète plus du 30 ans comme on l'achetait quand les taux étaient à zéro, on va plutôt acheter du 15 ans ou du 20 ans. Et donc cette demande naturelle qui était là, en plus de celle qui était par les banques centrales, qui étaient là pour tenir le marché, elle disparaît. Et c'est aussi pour ça que les taux européens, ils ont remonté structurellement, c'est que l'acheteur naturel, la Banque Centrale Européenne, elle est plus là. Il est plus positionné sur les mêmes points de courbe en tout cas. Il est plus positionné, il est même plus là du tout, donc il participe plus. Oui, bien sûr, pour la BCE. Et on n'a pas parlé depuis le début de l'année, l'élément fort qui était, c'est que les 15 premiers jours ont été une avalanche, pour utiliser un terme de saison, une avalanche d'émissions, aussi bien sur la dette souveraine que sur la dette d'entreprise. Bon. Sur le cas japonais, toujours hyper intéressant. Marie, qu'est-ce que vous dites ? Donc, on a décrit une partie de ce que les investisseurs appellent désormais le Takaichi Trade, c'est-à-dire effectivement la pontification de la courbe avec une partie super longue qui peut partir en vrille quand même sur quelques séances. On l'a vu encore hier. Une baisse continue de la devise. On est quasiment à 160 désormais sur le dollar yen. Et face à ça, un marché action qui lui performe et surperforme même. Qui surperforme. En fait, ce Takaichi Trade, c'est parce qu'elle va mettre en place une politique de dépenses fiscales et de soutien fiscal à l'économie. Donc ça veut dire plus de croissance économique, plus de consommation domestique. Et donc ça, c'est favorable aux entreprises. On le voit depuis qu'elle a annoncé sa volonté de faire plus de dépenses fiscales. Et même depuis qu'elle a annoncé qu'elle voulait faire de nouvelles élections qui auront lieu début février. En fait, les investisseurs anticipent plus de résultats pour les entreprises. Et vraiment, les anticipations de hausse de résultats des entreprises japonaises ont bien progressé. Les croissances de résultats devraient être là, effectivement.
Et la baisse du yen, évidemment, aide les entreprises japonaises, et notamment parce qu'une bonne partie de l'économie est exportatrice, donc ça favorise. Je ne sais pas si on peut aller encore beaucoup plus bas. Enfin, c'est vraiment difficile de voir l'évolution du yen. Hein. Je pense qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas... en dehors de ce mouvement sur le yen, maintenant, il y aura une dynamique économique intérieure qui va aussi permettre aux entreprises de délivrer des résultats. Et donc finalement, cette hausse, elle se justifie et elle peut probablement continuer sur les mois à venir. Vous croyez à cette idée de la reflation japonaise ? À cette idée de la reflation et du retour de la croissance, surtout parce qu'on a quand même eu quelques trimestres de croissance économique compliqués au Japon. Donc c'est ça qui peut favoriser les entreprises. Ça profite dans Takaichi Trade, ça profite à quelques secteurs particuliers au Japon, Marie ? Alors, d'une manière générale, la hausse des taux longs, la pontification de la courbe, ça va profiter plutôt aux valeurs bancaires. Ouais. Donc ça reste, je pense, d'actualité. Et puis après, effectivement aussi, si on a quelques doutes sur l'évolution du yen, on peut maintenant aller regarder sur les valeurs de consommation domestique, probablement au Japon. Ouais. Bon, le thème de la reflation japonaise, on l'a peut-être déjà évoqué avec vous, Florence. On franchit une étape supplémentaire avec l'arrivée de la première ministre Sanae Takaichi, forte d'une popularité extraordinaire de plus de 70%, qui convoque de nouvelles élections en espérant que ça va se traduire dans la future chambre basse japonaise. Oui, ça fonctionne. Sur le plan économique ? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de mesures il n'y a pas eu d'élection appliquées, je dirais. Mais je pense que le programme le marché y croit. Le marché y croit. Le marché y croit. Les économistes aussi, puisqu'effectivement, les prévisions de croissance se sont un petit peu relevées. Parce qu'aussi, le Japon a été frappé par l'incertitude relative à la politique commerciale américaine et que finalement, le Japon aussi a réussi à négocier avec Donald Trump. On se souvient de sa visite et de sa rencontre avec la nouvelle première ministre. Et ça s'est a priori plutôt bien passé. Des investissements aussi ont été promis. Et donc voilà, ils sont arrivés à un compromis. Donc ça a relancé un peu déjà naturellement la machine, si je puis dire, avec la baisse de l'incertitude. Et s'agissant de l'inflation, très honnêtement, c'est encore très difficile de le dire. Puisqu'il y a une partie de cette inflation qui provient effectivement de la baisse du yen et donc de l'augmentation du prix des produits importés et aussi des matières premières, notamment de certaines matières premières qui sont très consommées au Japon. Malgré cela, quand on corrige un peu de ces effets, on voit qu'on est quand même sur une stabilité de l'inflation dite sous-jacente, si on emploie ces termes-ci, au Japon, qui se maintient quand même à des niveaux élevés, en tout cas bien plus élevés qu'auparavant. Ça, c'est une évidence. Donc c'est ce qui a justifié aussi le fait que la Banque centrale du Japon augmente ses taux. Et vous parliez tout à l'heure de limites. Jusqu'où peuvent aller les taux d'intérêt et jusqu'où ça peut infléchir Oui, c'est ça. Voilà. À partir de quel moment ça oblige à un pivot de politique économique Voilà. La raison pour laquelle les taux ont fortement augmenté, c'est que Sanae Takaichi, en plus de vouloir augmenter le budget de la défense et de mener une politique budgétaire plus expansionniste et plus en faveur des ménages qui ont été touchés négativement par l'inflation, il y avait aussi l'idée de réduire des taxes très spécifiques sur des produits alimentaires qui sont des recettes non négligeables pour l'État japonais. Donc ça, forcément... Ça a été un peu l'étincelle d'hier, d'ailleurs. Pour les marchés. C'est exactement ça. Mais il faut savoir que l'État japonais... Ça rappelle ce moment Trust qui est encore dans tous les esprits. C'est-à-dire une expansion budgétaire pas financée, à un moment... Mais ça a été rappelé, la dette japonaise est détenue principalement par les résidents. Par ailleurs, l'État japonais s'endette assez peu à long terme et les taux réels sur des maturités intermédiaires sont négatifs. Sont négatifs, pardon. Donc il faut que la Bosch aille plus vite. C'est tout l'enjeu. Et donc il y a un enjeu aussi, un peu comme aux États-Unis, d'indépendance de la Banque centrale, si je puis dire, ou en tout cas de vouloir accompagner ou non cette volonté de relancer l'économie japonaise avec le risque que les pressions inflationnistes s'accroissent et s'installent davantage. Donc théoriquement, effectivement, la Banque centrale japonaise devrait continuer ce mouvement. Mais en même temps, ça perturbe aussi l'équilibre des marchés financiers, notamment sur les taux longs. Et la limite, donc ça c'est la limite pour le gouvernement japonais, mais il y a la limite pour les investisseurs aussi internationaux qui profitaient de taux bas pour... on le connaît, la chanson avec le carry trade, effectivement.
C'est très compliqué et on reparle du Japon en ce début d'année alors qu'habituellement on l'oublie un petit peu. Depuis plusieurs mois maintenant, le Japon a bonne place quand même dans l'actualité, depuis que la reflation, en tout cas l'idée de la reflation est dans le marché japonais. D'ailleurs, quelles peuvent être les conséquences pour les marchés globaux dans leur ensemble? Encore une fois, ce fameux carry trade, beaucoup de positions. Alors, est-ce que ces positions ont été reconstruites massivement après l'accident de l'été 2024 où pas mal de positions avaient été débouclées en panique, Mathieu? Est-ce qu'il y a un potentiel de déstabilisation des marchés globaux derrière le Japon? Alors moi je n'irai pas sur ce terrain-là aujourd'hui. On a vu les chiffres des investissements du Japon à l'étranger, on les a avec délai par le ministère des Finances japonais. On avait vu l'année dernière quand même qu'ils sont très opportunistes, et notamment quand les taux longs américains s'étaient tendus, ils étaient venus racheter des taux longs américains, quand ils étaient de nouveau autour de 5% sur le 30 ans équivalent. Donc ça, on avait vu ces flux-là. Donc là, il faudra voir. C'est vrai que s'ils ont des niveaux autour de 4, 4,5 localement, peut-être qu'ils feront plus ce trade, ces investissements à l'étranger. Mais ça, encore une fois, je n'ai pas cette vision-là. Déstabiliser... Comme je vous l'ai dit, les investisseurs internationaux aujourd'hui, ils ne détiennent qu'une toute petite partie de cette dette. Donc par contre, c'est une dette qui est du coup manipulable en quelque sorte, puisqu'elle est moins liquide sur la partie longue. C'est pour ça qu'on a ces éléments de volatilité qui sont présents. Sur la partie intermédiaire, c'est quand même c'est plus stable. Là où moi je pense ça peut déstabiliser, c'est si la volatilité, donc les mouvements qu'on a décrits tout à l'heure, sont beaucoup plus présents qu'ils n'étaient dans les 3 ou 4 derniers mois, puisque tous les fameux carry trade, donc le fait de porter des taux d'intérêt, on a juste le risque de cette volatilité. Et si on touche ces points-là, les gens sont obligés de vendre, et là effectivement, il y a moins de profondeur. On n'en est pas encore là. Mais oui, le marché est corrélé, il y a des mouvements qui jouent en adéquation. Donc, oui. Et vous dites d'ailleurs dans la séance d'hier, beaucoup s'est joué, la déflagration vient du Japon. Le matin, pour moi, ça vient du Japon, et si on n'avait pas vu le Japon, on pouvait se demander ce qui se passait sur le marché européen. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que effectivement, il y a la question du carry trade et des arbitrages qui sont faits au niveau international, mais rien n'arrive toutes choses égales par ailleurs. Oui. Si on se souvient par exemple de l'été 2024, où on avait eu un débouclage de ces positions, parce que la banque aussi des petits indicateurs aux États-Unis sur l'emploi qui se dégrade. Oui, bien sûr. C'est jamais toutes choses égales par ailleurs. Il faut qu'il y ait plusieurs étincelles, parfois à des endroits éloignés, pour que quelque chose se produise de ce point de vue-là. Donc une surprise très négative, entre guillemets, sur la politique monétaire du Japon, donc d'un coup d'un seul qui deviendrait plus encline à augmenter les taux d'intérêt, là, ça pourrait créer des problèmes. Mais on n'a pas l'impression que c'est ce qui est en train de se profiler. On va toujours vers une normalisation très progressive de la politique monétaire au Japon. Donc pas de hausse de taux cette semaine ? Non. A priori, c'est pas attendu. Ça pourrait accélérer. Moi, je pense qu'il y en aura un tout petit peu plus que ce que le marché anticipe, en tout cas dans l'intervalle qui est prévu, mais de manière très graduelle, encore une fois, et mesurée. Maintenant, ils montent les taux de 25 points de base. Et oui. C'est comme des gants, quoi. Tout change. Tout change. J'ai déjà expliqué ici que je n'imaginais pas de ma carrière voir le Japon sortir de cette déflation. On va parler de la déflation japonaise pendant 20 ans et je n'imaginais pas un jour que ce soit possible. Venons-en au cas européen, peut-être sur le plan de l'investissement, Marie. Comment vous envisagez la chez Dram cette année 2026 ? Force et faiblesse un peu du cas d'investissement action européenne notamment, partant d'une Europe boursière qui a plus que bien tenu son rang, j'ai envie de dire, l'an dernier. Oui, pour une fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. En fait, il y a quand même quelques facteurs, on va dire, positifs sur l'environnement européen, même global. Le premier, c'est les dépenses fiscales. Alors ça, on en voit partout. On a parlé du Japon, des États-Unis, mais en Europe aussi. Notamment beaucoup sur la défense, mais plus globalement aussi. Donc ça, c'est un premier point qui peut venir un peu soutenir la croissance. Et puis, avec tout cet environnement géopolitique volatile, il y a aussi un retour de la souveraineté, qui est aussi un thème global, mondial, mais qui, là aussi, entraîne des investissements dans certains secteurs. Nous, on est plutôt... on aime bien mettre en avant plutôt les petites et moyennes entreprises en Europe, parce qu'elles peuvent bénéficier justement de tout cet environnement.
Elles sont aussi plus domestiques, donc si on doit avoir affaire à un environnement géopolitique, à des retours de crainte de taxes douanières, peut-être qu'elles seront un peu moins impactées par ces déclarations-là. Elles sont moins dépendantes aussi, en conséquence de l'évolution de la devise. Ouais. Et puis, souvent, elles sont un peu plus cycliques. Et donc, si on a une croissance qui se tient, on n'attend pas un rebond fort de la croissance européenne en Europe. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Mais voilà, avec une économie qui se tient, elles devraient aussi en profiter. Elles sont toujours largement moins chères que les grandes capitalisations. On avait vu ce phénomène en première partie d'année l'année dernière. Ça s'est tassé sur la seconde partie de l'année. Et donc, du coup, ça nous paraît être des bons points pour revenir sur cette il y a un risque un peu asymétrique, vous dites, sur cette classe des small et mid cap, avec l'idée quand même qu'on retrouve de la croissance bénéficiaire. Que cette année, on va enfin pouvoir afficher une croissance bénéficiaire positive au 31 décembre. Oui, alors, mais c'est vrai qu'aussi l'année dernière, on n'a pas eu de croissance bénéficiaire en Europe, mais parce qu'on avait en grande partie, déjà, le facteur négatif de la devise a vraiment pesé sur la croissance bénéficiaire. On dit que c'est entre 3 et 5%, donc c'est quand même assez matériel. On ne s'attend pas à un rebond du dollar. Nous, on est plutôt sur le moyen-long terme à une baisse encore un peu du dollar, mais pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a eu en 2025. Et donc ça sera un facteur négatif en moins pour les résultats, parce qu'évidemment, on regarde d'année sur année. Donc c'est la variation d'une année sur l'autre qui importe. Sur les croissances bénéficiaires. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui devrait aller dans le bon sens. Alors, la question, on pensait qu'on aurait peut-être un peu moins de discours justement sur les taxes douanières. Ça a l'air de revenir un peu sur le devant de la scène. Ça, c'est effectivement la question. Si on a 15, 10 ou 25%, ça peut retirer les calculs des différentes maisons. C'est entre 0,10, 0,20 et puis au plus 0,5% de croissance. Donc effectivement, ça pourrait avoir un impact quand même. On revient avec le risque de 25% de tarifs supplémentaires. Ouais. Sur les scénarios adverses qu'on avait déjà l'été dernier au moment de la négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Sur le cas européen, qu'est-ce qui vous intéresse, Mathieu, dans votre domaine, Je rappelle, vous dirigez les investissements assurances, notamment d'Allianz Global Investors. On peut parler du crédit, vous évoquiez tout à l'heure ces spreads, donc ces primes de risque par rapport à l'actif refuge qui sont très faibles aujourd'hui, peut-être au plus bas ever, en tout cas proches des plus bas ever. Est-ce que ça fragilise la thèse d'investissement dans le crédit, dans la dette d'entreprise? Vu comme ça la fragilise. Le point que j'aime souligner en début d'année, c'est qu'on est parti on va prendre le taux allemand à 3% sur du 10 ans. Ce qui est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps, donc ça nous donne un peu de visibilité, même si on s'inscrit dans ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'on pense que la croissance ne devrait pas s'effondrer. Les négociations tarifaires dont on parle là, ce serait 0,2 à 0,3% de croissance en moins pour la zone euro. Donc ça effectivement, ce serait pas bon, mais en tout cas, on est dans un cycle de normalisation des taux. Donc même si les taux montent encore un peu, d'ici la fin de l'année, on ne perdra pas tout ce qu'on va toucher en termes de revenus sur les obligations. Ce qu'on observe, c'est que les taux souverains, il y a quelques défiances. La France en a fait partie, peut-être un peu moins aujourd'hui. La dette allemande, pas encore, mais si jamais la spirale que connaissent d'autres pays de la zone euro, non, mais si un jour... Surendettement allemand. Voilà, alors on n'est pas encore là, mais non, mais il y a un peu de marge. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bon, mais potentiellement, il y a des gens qui se rejoindront, mais ça reste la dette de meilleure qualité. Donc il y a des gens qui reviennent sur cette notion-là. Et pourquoi je parle de qualité ? C'est que ce qu'on observe, c'est que sur le crédit, pour répondre à votre question, les gens remontent un peu en qualité de crédit. C'est-à-dire que ce qui était triple B, les gens vont remonter un tout petit peu et peut-être aller moins chercher ce qui, à l'époque, était dans ce qu'on appelle l'investment grade, donc la partie basse, avec des rendements plus élevés. Et maintenant, on sécurise un petit peu les portefeuilles au cas où la volatilité revient, au cas où on a des petits accidents de parcours sur certaines entreprises, et pour être un peu résilient si jamais les choses se passent un peu moins bien. Cela dit, non, on est positif, et le dernier élément que j'ai souligné, c'est qu'on maintient une très forte granularité dans les portefeuilles. Donc on continue à aller dans tous les secteurs, il y a des secteurs qui vont être un peu immunisés, il y en a d'autres qui se feront moins. La consommation, ça peut être un secteur qui peut rester immunisé, parce qu'il y a toujours de la consommation. Pas de biais trop forts. Pas trop de biais trop forts. Dans l'approche. Les biais qu'on a eu par le passé, c'était notamment les financières, et la courbe des taux, c'est un élément de soutien incroyable, comme tous les ratios de capital qu'ont les banques aujourd'hui, c'est des éléments de soutien qui sont très forts pour les banques européennes. Donc c'est des choses qu'on a maintenues, mais la compression et la convergence fait qu'il y a moins de gras, si je peux dire, de jus à retirer de ça, comme aller sur la dette italienne aujourd'hui, c'est beaucoup moins juteux que ce que ça a été par le passé. Dans une séance comme hier, là, le crédit européen notamment tient bien. Ça s'est écarté un peu quand même. Il y a eu peu de flux. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait
il n'y a pas eu d'émissions, quasiment pas d'émissions sur le marché primaire, et ça c'est quand même un indicateur d'appétit pour le risque. Et hier ça s'est calmé. Aujourd'hui ça repartait tranquillement. Mais les allocations, donc le service qu'on fait aux gens qui viennent acheter de la dette aujourd'hui est très faible. C'est-à-dire qu'on a des retours, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements à faire. Et dès qu'il y a un petit écartement, les gens viennent et achètent. Donc on sent qu'il y a quand même un gros appétit pour le taux ou les taux en général. Et il y aura de la place pour tout le monde ? J'allais dire, les souverains européens vont émettre de la dette comme jamais, évidemment, au cours de 2026. Les entreprises sans doute aussi, avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché de la dette. On les a déjà connus l'année dernière, c'est-à-dire que notamment les Américains, on n'a pas parlé, en euros, viennent se lié à l'IA et au financement des infrastructures IA. Donc ça passe. Il y a de la demande pour tout le monde là. Il y a un élément, c'est que les financements de l'IA, c'est des choses tangibles. On ne vend pas des abonnés de téléphone. On vend vraiment des revenus, et donc on vient se financer pour faire des capex. Donc ça, et puis c'est des positions qu'on n'avait pas dans les portefeuilles, donc il y a un peu de place en termes d'appétit pour le risque sur ces noms-là. Après, oui, je pense qu'il y a toujours de l'appétit. Si tout se mettait à se décaler en même temps, mais on n'en est pas là, je ne veux pas être alarmiste, il y aurait des éléments tangibles, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et puis il y a toujours ce flux de remboursement qui arrive et qui permet de restructurer les portefeuilles et de les repositionner. Bon, sur le cas européen, qu'est-ce qui vous intéresse là aujourd'hui, Florent ? Alors les réunions de banque centrale arrivent d'ici quelques jours ou semaines maintenant, je crois que c'est début février, il me semble, pour la Banque centrale européenne. On verra comment se développe ce qui est en train de se jouer à Davos, mais est-ce que la réinjection de tensions, d'incertitudes tarifaires, est-ce que ça peut amener la BCE à bouger dans son discours, au moins ? Et puis, je me souviens également, là on a fait les comptes de l'année 2025 avec un excédent commercial chinois délirant, historique. En enlevant l'énergie de la balance commerciale chinoise, on a 2000 milliards de dollars d'excédent commercial chinois. C'était un argument utilisé par la BCE à un moment pour être justement un peu plus baissière dans sa fonction de réaction sur les taux, en disant oui, ces réallocations de flux commerciaux de la Chine vers l'Europe, c'est une pression à la baisse pour l'inflation. On l'a moins entendu récemment. Tout à fait, tout comme la hausse de l'euro en est une autre, mais qui finalement n'a pas encore, à part sur les prix de l'énergie, n'a pas encore porté ses fruits, si je puis dire. Ainsi. Pas d'impact visible. Il n'y a pas eu d'impact visible, comme si le canal du taux de change avait été un peu enrayé. Donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, la bonne nouvelle, et c'est ce qui a aussi incité les membres les plus faucons à adopter une posture d'attente. Effectivement, ce qui se passe en ce moment avec le Groenland, ça rajoute de l'incertitude, et ça rajoute la possibilité, ça a été dit, qu'il y ait un peu moins de croissance, mais dans le cas où des mesures de rétorsion sont appliquées, ça peut vouloir dire aussi potentiellement un petit peu plus d'inflation. L'équilibre est toujours. J'aime pas ce mot-là. C'est un concept que. J'aime pas trop. Mais bon, l'équilibre est toujours assez ténu. En l'occurrence, ce que l'on pense nous, c'est que à très court terme, tout comme ça a été le cas au moment des négociations avec Donald Trump, ça n'aura pas d'incidence particulière sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Elle reste dans un credo où elle dit que les taux sont bien positionnés, qu'elle voit que de toute manière l'inflation est déjà passée en dessous de 2% sur le mois de décembre avec le chiffre définitif, 1,9% pour être précis. Ce sont des effets de base énergétiques qui étaient largement anticipé, et on le sait que cette tendance va se poursuivre sur la première partie de l'année, sur le premier trimestre 2025, mais qu'ensuite les effets de base vont être moins favorables ou défavorables, ça dépend comment on l'entend, et que les choses vont s'inverser, la tendance va s'inverser. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Et puis par ailleurs... Mais la BCE, quand même, par rapport à ça, tiens, elle nous dit à la fois je suis data dépendante, mais en même temps je suis capable de regarder à travers plusieurs mois d'inflation qui s'éloignerait de la cible, parce que je projette que... À mon sens, il faudrait qu'il y ait... Alors, je sais bien que son mandat n'est uniquement porté que sur la stabilité des prix, mais à mon sens, il faudrait qu'il y ait vraiment une détérioration en deux dimensions. Vraiment, inflation, croissance. Et activité. Or, le sujet, c'est que les prévisions de croissance ont été révisées à la hausse. Nous, alors ça peut peut-être un petit peu nous différencier ici aujourd'hui, c'est qu'on est encore plus optimiste que le consensus sur la croissance européenne, plus optimiste encore que la BCE. Pas énormément, pas beaucoup plus, mais un peu plus. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a moins de nécessité de baisser les taux, sachant que quand on arrive sur quelque chose qui est considéré, d'après la Banque centrale européenne, comme étant le taux neutre, c'est-à-dire qu'on conserve aussi des munitions. Oui, bien sûr. Pour pouvoir abaisser les taux en dessous de ce niveau.
en cas de dégradation prononcée de l'activité. De choc. Ouais. Après, il faut toujours essayer de mettre l'émotionnel de côté, entre guillemets, ou se dire qu'effectivement, on aimerait bien que la BCE fasse ceci ou fasse cela. C'est pas la bonne manière de réfléchir. Je vous l'accorde. Quand on tente de prévoir ce que va faire la Banque Centrale Européenne et qu'ensuite on essaie d'envisager les possibilités que ça puisse avoir sur les portefeuilles de nos clients, par exemple, c'est un autre exercice. Et donc nous, on considère que c'est plutôt le statu quo qui va prévaloir. Et en début d'année, là je vais peut-être vous étonner, on était, même en fin d'année dernière, en fait, on était plutôt sur l'optique de se dire qu'il était même possible que le prochain mouvement soit une hausse d'ici la fin de l'année 2026. Ou 2027, ouais. Parce qu'on est plus positif sur le cycle européen. Et même sur le cycle hors des États-Unis. Si c'est parce qu'on a une meilleure croissance nominale, je veux bien qu'on remonte les taux en zone euro. La conséquence d'un point de vue de l'allocation d'actifs, c'est qu'on est toujours favorable aux actifs risqués, plus particulièrement tout ce qui est en dehors des États-Unis, notamment l'Europe, la zone euro, comme l'an dernier. De ce point de vue-là, on n'a pas changé, mais c'est vrai que ce début d'année perturbe un peu l'exercice. Oui, même si être le moins possible sur les actifs américains est plutôt une bonne stratégie. Hein. On l'a vu en Asie, ça a quand même moins tangué que... Mais même aux États-Unis, diversifier a été une bonne stratégie depuis le début de l'année. Quand on regarde les fameux 7 magnifiques, ils sont en retrait, tandis que là, un indice équipondéré, lui, était plutôt dans le positif. En tout cas, quand j'ai regardé les chiffres tout à l'heure. Voilà. Comment on aborde justement ce marché américain en termes de stratégie d'investissement, Marie? Je pense que ça est le maître mot pour nous, c'est diversification. D'accord. Voilà. Vraiment pour cette année. Alors, on a eu encore l'année dernière des performances très, très concentrées sur les 10 premières valeurs, avec des performances quand même très différenciées entre les valeurs. Il y a eu des gros écarts. Et on pense que cette année, on aura quand même un peu plus d'élargissement des performances aux autres secteurs, à ce qui a moins bien performé. Dans certains secteurs, je sais pas, comme la santé par exemple, il y a peut-être déjà des mauvaises nouvelles qui sont prises en compte. Alors on revient à la thématique des taxes douanières, mais il a reparlé du prix des médicaments. Il a reparlé du prix des médicaments, effectivement. Mais voilà, il y a peut-être, il faut essayer d'élargir un peu l'horizon de l'investissement, d'aller voir plus loin. C'est pas pour ça qu'il faut sortir de la tech ou de l'IA, même sur cette thématique-là. Il faut aller essayer d'élargir la thématique et trouver les gens qui arriveront vraiment à monétiser l'IA. Voilà, ceux qui vont là où les cas d'usage vont être les plus intéressants et comment les entreprises vont se saisir effectivement de ce que l'IA permet de faire aujourd'hui. Sur le marché américain, obligataire notamment, Mathieu, est-ce qu'il y a l'idée qu'on cherche quand même à aller prendre un peu de duration à un moment? Alors, duration, pas trop, mais on est plus sur des... En fait, on traduit la duration dans la forme de la courbe des taux, et donc on a une plus grande conviction dans le fait que la courbe doit continuer à se quantifier. Parce que les investisseurs ont... De quelle manière? C'est les taux courts qui baissent ou Alors les taux là, justement, aux États-Unis, c'est un cas intéressant parce que les taux courts vont baisser, on en est sûr. On n'a pas parlé de l'indépendance de la Fed, mais potentiellement le prochain gouverneur, il baissera les taux. Et ça tire les taux courts. Cela dit, c'est très anticipé par les marchés. Donc il y a beaucoup de choses qui sont anticipées. Par contre, les taux longs, c'est quelque chose qui est plus volatile par définition et qui fait que c'est moins aussi sous le contrôle de la Banque centrale. Donc s'il y a un peu plus d'inflation, un peu plus de croissance, si jamais M. Trump, par exemple, sur le premier semestre, ça peut faire que les taux, la courbe se quantifie. Par contre, si on a tort et qu'il y a de la récession, c'est pas du tout notre cas, la courbe devrait s'aplatir. Mais c'est pas la position qu'on a et on joue à peu près la même chose en zone euro. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Marie Delessac, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, Florent Vabon, économiste chez Ecofi, et Mathieu Declermont, directeur des investissements assurances et stratégie réglementaire d'Allianz Global Investors.